Bonjour à tous. Pour poursuivre ce staff, je vous propose de faire un tour en imagerie osteo-articulaire à travers le cas ci présent. C'est un patient de 17 ans qui nous était adressé pour une tuméfaction jugale gauche d'installation progressive. Il présentait également des coxogonalgies, douleurs inflammatoires. Donc, on a réalisé un scanner crânio-facial, ici en coupe multiplanaire. Et pour ces coxogonalgies, on avait réalisé un scanner du bassin avec des coupes portant sur le rachis. Voilà. En restant dans la même lancée, pour poursuivre, pour aborder ceci, je vous propose la méthode de Ofield et Hall, donc qui s'attarde à identifier dans un premier temps la localisation anatomique des lésions, par la suite une analyse minutieuse des structures osseuses, à savoir la structure, la chape, la taille, donc énumérer le nombre de lésions et leur retentissement sur les parties molles. Et enfin, les complications de ces lésions. Nous sommes donc ici face à un scanner crânio-facial en coupe multiplanaire qui note ici euh, un épaississement avec hyperostose diffuse des os du crâne et de la face, donc s'associant avec de multiples lésions lacunaires ici, donc dont certains soufflent et érodent la corticale. On en voit une ici au niveau du condyle mandibulaire droit et une autre au niveau du col plutôt, une autre au niveau du col mandibulaire gauche et au niveau du plancher du sinus maxillaire, donc gauche. Au niveau du bassin et du rachis, on note ces mêmes lésions, ici à type d'ostéolyse et ostéocondensation, donc des deux os iliaques qui semblent infiltrer ici le muscle iliaque en regard. Donc à l'étage rachidien, ces mêmes lésions sont présentes, donc à type d'épaississement et d'ostéocondensation, et sont caractéristiques ici puisqu'elles surlignent les plateaux supérieurs et inférieurs de ces corps vertébraux, comme ceci. Et cet aspect, en fait, rappelle l'aspect en maillot de rugby. Donc, au total, nous sommes face à une atteinte osseuse diffuse, touchant à la fois le squelette axial et appendiculaire, à type de lésion mixte à la fois lithique et condensante, s'associant à une infiltration des parties molles, notamment du muscle iliaque à gauche, et un envahissement du canal sacré. Toutes ces lésions se compliquent d'une solution de continuité sous-capitale bilatérale sur le col rétréci à l'origine d'une épiphysiolyse. Je retourne ici pour mettre en évidence ceci. Là, on a une solution de continuité avec glissement de la tête en bas. Voilà, et on note ici une autre lésion qui vient s'étendre ici au niveau du canal sacré. Donc, face à de telles lésions, on peut évoquer une multitude de diagnostics, à la fois des lésions bénignes comme les tumeurs brunes, les tumeurs à cellules géantes, une dysplasie fibreuse, une histiocytose, ou des tumeurs malignes comme les hémopathies, pour ne citer que le myélome multiple, le lymphome ou la leucémie aiguë lymphoblastique, ou des métastases osseuses. Donc, pour creuser un peu plus dans l'interrogatoire, on s'est attardé à interroger le patient. Donc, dans ses antécédents, on notait une notion d'insuffisance rénale chronique terminale au stade de dialyse. On ne notait pas de contexte familial, ni de contexte néoplasique. L'examen clinique ne montrait pas de signes cutanés, de même que le syndrome tumoral. Par ailleurs, le bilan inflammatoire était normal. Les diagnostics les plus probables sont donc des lésions bénignes comme les tumeurs brunes,
les tumeurs à cellules géantes, la dysplasie fibreuse et l'histiocytose. Voyons maintenant c'est quoi ces différentes entités. Les tumeurs à cellules géantes, ce sont des tumeurs qui surviennent entre 20 et 40 ans. Donc, ces tumeurs sont rares aux extrêmes d'âge, avec une légère prédominance féminine. Le motif conduisant donc à la découverte de ces tumeurs, c'est souvent des douleurs mécaniques, des tuméfactions des parties molles, des fractures, voire des épanchements articulaires. Et donc, leur nombre est souvent unique. L'atteinte multiple est rarement retrouvée en cas de tumeur à cellules géantes dans seulement 0,5% à 5% des cas. Et ces lésions ont la particularité de siéger au niveau métaphyso-épiphysaire, comme on aime souvent le dire, près du genou et loin du coude. Donc, dans de rares cas, ces lésions peuvent siéger au niveau du rachis, voire les métacarpes, le talus et la patella. La matrice osseuse note une absence de calcification ou, n'est-ce pas, de matrice cartilagineuse. On y note par contre des cloisons, des crêtes osseuses, donc réalisant un aspect pseudo-trabéculaire. Parfois, on peut mettre en évidence un niveau liquide. Donc, pour revenir dans notre cas clinique, l'aspect des lésions de par l'ostéolyse peut nous pousser à penser à cette étiologie. Cependant, l'âge du patient et le caractère multiple opte peu pour cette étiologie. Cependant, on peut éliminer sur ces arguments. L'autre étiologie, c'est la dysplasie fibreuse. C'est une pathologie qui survient entre 5 et 30 ans, donc à la suite des douleurs osseuses, des déformations, voire parfois des manifestations faciales comme une asymétrie faciale, une exophthalmie, des anomalies de développement de l'articulé dentaire. Et là aussi, c'est la forme monostotique qui est plus fréquente. Donc, le siège habituel, c'est au niveau diaphysaire et métaphysaire, en particulier au niveau des cols fémoraux, au niveau des côtes et, n'est-ce pas, le rachis, et se caractérisent surtout par leur distribution hémimélique et métamérique. Donc, il y a une classification qui a été proposée par Laredo et ses collaborateurs qui distingue pour la dysplasie fibreuse 3 types. Le type 1 qui correspond à une lésion donc décrite en lucarne, qui respecte en fait la périphérie de l'os sans modifier ses contours. C'est ce que nous voyons ici. Le type 2 qui correspond à une lésion soufflante à coque épaisse. Et le type 3 qui décrit donc une lésion à coque fine. Et voilà, qui reste toutefois qui présente toutefois une corticale qui est contenue. La matrice peut être calcifiée ou transparente. Donc, l'ostéolyse, l'âge peut faire penser à cette pathologie. Par ailleurs, la clinique, le nombre de lésions et leur distribution, donc, n'est pas en faveur. La troisième entité, c'est l'histiocytose, qui est donc une pathologie survenant chez les enfants entre 3 et 10 ans, avec une prédominance masculine. Et là aussi, c'est dans un contexte de douleur inflammatoire, douleur osseuse de type inflammatoire, de tuméfaction osseuse, voire des fractures pathologiques, et surtout des manifestations dermatologiques ou un syndrome tumoral. Parfois, ce sont des signes généraux tout simplement qui peuvent révéler cette maladie. La lésion élémentaire, c'est une ostéolyse, donc elle est représentée par le granulome à éosinophile, donc qui est une ostéolyse variable pouvant passer d'un stade 1 à Ludwig jusqu'à un stade 1C, donc de Ludwig. Et là aussi, la forme la plus fréquente, c'est la forme monoostéotique. Et cette pathologie peut toucher à la fois le squelette axial et appendiculaire proximal, épargnant les os des pieds et des mains. La matrice donc ne présente pas une caractéristique tumorale.
Voilà, vu l'ostéolyse, vu le nombre et la distribution des lésions, on peut évoquer une histiocytose chez cet enfant. Cependant, l'âge de notre patient est de 17 ans et la clinique est peu en faveur. Et enfin, les tumeurs brunes. Ces tumeurs peuvent survenir à tout âge et souvent c'est dans un contexte d'hyperparathyroïdie, qu'elle soit primaire ou secondaire à une insuffisance rénale. Elles sont découvertes à la fois à la suite de douleurs osseuses de type inflammatoire, de tuméfaction des parties molles ou de fractures pathologiques, ou tout simplement en dehors de toute symptomatologie de manière fortuite. La lésion élémentaire est une lésion ostéolytique à contour géographique bien limité, qui est expansive, sans sclérose marginale, de siège cortical ou excentré, pouvant s'accompagner de soufflure ou de rupture corticale. Donc, à ces lésions lithiques peuvent s'associer des lésions ostéocondensantes. Leur nombre est souvent multiple ou une forme peut être multiple ou unique, une lésion unique, et siège au niveau de la face, les côtes, le bassin, le fémur, les os longs et plus rarement le rachis. La matrice tumorale est absente, cependant, dans certains cas, on peut avoir des niveaux liquides témoignant de la kystisation. Chez notre patient, on avait réalisé un bilan biologique qui notait une hyperparathyroïdie avec une parathyroïdie au-delà de 50 fois la normale. Et donc, vu l'âge, vu la clinique, vu le terrain d'insuffisance rénale et, n'est-ce pas, l'augmentation de la part hormone et l'aspect des lésions, nous avons retenu ce diagnostic de tumeur brune. Chez notre patient, on avait une certaine particularité. On avait non seulement cette tumeur brune, une ostéochlorose, une épiphysiolyse, donc on n'avait pas d'ostéomalacie, ni de rachitisme, de même que la chondrocalcinose. En fait, toutes ces entités sont regroupées sous le nom d'ostéodystrophie rénale. Donc, vu toutes ces manifestations, il convient donc de garder à l'esprit que toute manifestation osseuse chez une insuffisance rénale doit conduire à la réalisation d'une exploration radiologique pour dépister en fait cette pathologie qui est l'ostéodystrophie rénale. Sur ce, je vous remercie. Cette fille n'a pas été biopsie. Non. Madame, En fait, il y a deux cas. C'est celui que nous on a eu qui devait être biopsié.